Mardi 13 décembre 2022, vers 19 h dans la ville de Blois, Chloé Poyot, 23 ans, est retrouvée inconsciente dans une mare de sang dans les parties communes de son immeuble. Son avocate Isabelle Steyer affirme que sa cliente a été laissée pour morte. Les dégâts physiques sont lourds, perte de l'usage de son œil droit, fracture des os orbitaux et hématome sous-cutané de 14 cm au niveau de la tête. Elle sera plongée dans le coma pendant 2 mois, certaines séquelles étant définitives puisqu'elle perd 30% de l'ouïe des deux côtés et rencontre d'importants troubles de la mémoire et de la concentration. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire hyper glauque ? En fait c'est parce qu'entre jeudi 15 janvier et vendredi 16 janvier, s'est tenu le procès de l'agresseur de Chloé, un certain Marvin Joly. C'était devant la cour d'assises du Loir-et-Cher à Blois et Marvin était jugé pour tentative de meurtre aggravé sur son ex-conjointe. Et le plus triste c'est que l'accusé a réussi à passer entre les mailles du filet puisque l'avocat général avait requis 22 ans pour tentative de meurtre, mais la cour a finalement retenu la qualification de violence volontaire aggravée ayant entraîné une infirmité et les jurés ont estimé qu'il existait un doute sur la volonté réelle de l'accusé de tuer la victime. Il n'a donc été condamné que à 15 ans de prison. Mais on va essayer de revenir en arrière pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En 2022, Chloé Poyot est une jeune femme de 23 ans qui mène une vie rangée à Blois. Elle travaille en CDI comme chef de rang dans un restaurant Domino's Pizza et elle est propriétaire de son studio et même d'une voiture mini. En septembre 2022, Chloé fait la connaissance sur un site de rencontre d'un certain Marvin Joly qui a 28 ans. Lorsque Marvin rencontre Chloé, ce dernier va se présenter sous les traits d'un véritable prince charmant. Il l'emmène un week-end à Paris, il lui offre un collier, des fleurs et même un vol en montgolfière. Comme ils sont à la capitale, il en profite même pour l'emmener à la grande mosquée située dans le 5e arrondissement. Car oui, pour info, les deux s'étaient convertis à l'islam avant leur rencontre. Il lui a même offert un livre de prière. La relation se passe assez bien au début, tellement bien que Marvin va emménager rapidement dans le studio de Chloé. Et très vite, le comportement de Marvin va commencer à changer radicalement. En fait, au bout de quelques mois, Chloé commence à comprendre un peu qui est réellement Marvin. Car oui, Marvin, c'est pas un homme qui est complètement innocent. Disons qu'il a un CV assez fourni. Séjour en prison de 2016 à 2018, condamné par la justice à pas moins de 14 reprises. Sa jeunesse est globalement marquée par des épisodes assez violents, il se rebelle fréquemment avec la police, et à 15 ans, il consomme du cannabis et se met à l'alcool à 16 ans. Au procès, il reconnaît avoir été turbulent et ne pas tenir en place à son adolescence. Mais pour se canaliser, il pratique le karaté durant 5 ans et le taekwondo pendant 2 ans. Chose qui n'a pas vraiment réussi à calmer sa violence, puisqu'il était habitué à frapper dans des murs, ce qui avait tendance à casser ses mains. Et il affirme avoir fait une tentative de suicide à 20 ans. Au procès, niveau qualité, il se revendique comme honnête, franc et fidèle, et en défaut, il reconnaît qu'il est impulsif, caractériel et jaloux. Au fur et à mesure de ses condamnations, il est condamné plusieurs fois, ce qui lui vaudra de passer 28 mois de sa vie en prison. Et puis au niveau de ses condamnations, on peut citer usage de stupéfiants, violence dans les transports, violence en réunion, mais surtout violence conjugale. Car oui, un mois avant d'avoir rencontré Chloé, dans les Suns cette fois, il avait tiré les cheveux de son ex-compagne, lui avait violemment jeté son téléphone au visage et lui avait asséné des coups de pied dans les côtes. Résultat, 3 jours d'ITT pour la jeune femme. Et pour ça, il a pris 4 mois de prison avec sursis. Cette histoire avec son ex-compagne, elle a été évoquée au procès. Marvin a reconnu les faits, mais les relativise un petit peu en disant qu'il était juste jaloux et fou amoureux. Ainsi, c'est assez logique, son passé le rattrape. Les mauvaises habitudes finissent par ressurgir dans sa relation avec Chloé. En fait, disons qu'il adopte une certaine emprise sur elle. Chloé va modifier ses habitudes et sa manière de vivre du jour au lendemain. Le Parisien avait même interrogé un habitant qui témoigne et qui dit « Du jour au lendemain, elle s'est voilée de la tête aux pieds. Depuis, ses volets étaient tout le temps fermés. Elle était fuyante et renfermée. » Marvin pratique un islam rigoriste. Il impose le voile à sa petite amie, lui retire son téléphone portable et limite ses déplacements. Interdit pour elle d'écouter de la musique, de regarder d'autres hommes ou de leur faire la bise, même s'il s'agit de membres de sa famille. Chloé, qui avait l'habitude de se maquiller, perd petit à petit sa féminité au moment où cet homme entre dans sa vie. Et Marvin disait parfois à sa petite amie qu'il allait la jeter du pont de Blois et que, je cite, « personne la trouvera ». Et pour rappel, il est assez courant de voir ce genre de pratique prônée chez un certain islam radical. Il est par exemple souvent demandé aux femmes une certaine non-mixité stricte, comme la rupture avec d'autres hommes, et même parfois des membres de sa propre famille. Et pour ce qui est de l'interdiction de la musique, c'est assez fréquent aussi, dans une certaine vision rigoriste de l'islam, car ça participerait à l'austérité du foyer et à l'élimination de toute source de plaisir. Et ils seront transformés en singes et en porcs. Et en plus de l'emprise comportementale qu'il avait sur elle, sa jalousie était plus que maladive. On apprend au procès que peu après avoir rencontré Chloé, il l'insulte de pute quand il apprend qu'elle lui avait caché avoir fréquenté plusieurs hommes par le passé. Selon lui, pour moi, si elle fait ça, elle est plus apte à tromper une personne derrière. Bon, si on avance dans le récit, on arrive à fin novembre 2022. Chloé se rend compte qu'il y a un problème et essaye de mettre fin à la relation. Elle demande à Marvin de quitter son studio, mais il refuse. Elle se retrouve donc obligée de se réfugier chez sa mère dans la Vienne pour échapper à son emprise. Sauf qu'au moment où elle est chez sa mère, elle se rend compte qu'elle est enceinte de lui. Et très vite, elle décide d'avorter. Entre-temps, Marvin, qui était
était resté dans le studio, finit par quitter le studio et retourne rejoindre sa famille dans les Yvelines. Mais attention, il a pas du tout oublié Chloé. Malgré le fait que les deux ne se voient plus du tout, il va continuer à la harceler. Et puis évidemment, il n'a aucune demi-mesure, à tel point que Chloé va carrément préparer un dossier dans le but de déposer plainte contre lui. Le 9 décembre, elle change même de téléphone pour lui. Tout ça nous amène à cette tragique journée du 13 décembre 2022, le jour de l'agression. La particularité de cette agression, c'est que, avant qu'elle ait eu lieu, il y a eu très précisément 3 signaux d'alerte qui sont apparus et qui auraient pu éviter que le drame ne survienne. Premier signal, dans l'après-midi, Marvin se rend au domicile de Chloé et tambourine violemment à sa fenêtre. Il exige le remboursement de 270 €. Celle-ci prétend qu'elle ne lui doit rien, mais elle croit que, en lui donnant cet argent, il va la laisser tranquille. Elle descend et lui donne l'argent. Au moment où elle se retrouve en bas, devant le studio, dans la rue, une violente dispute éclate entre les deux. Mais heureux hasard, une patrouille de la police municipale passait par là. Ils essaient d'intervenir, mais Marvin arrive à les convaincre que Chloé serait une espèce de folle et qu'elle aurait fait une fausse couche. Pour que les policiers interviennent, Chloé va même appeler sa mère, et sa mère va essayer de supplier les policiers pour qu'ils interviennent parce qu'elle considère que cet homme est beaucoup trop dangereux. Mais malheureusement, la réponse des policiers est sans appel. Tant qu'il n'y a pas de violence physique constatée, ils ne peuvent pas intervenir. En revanche, ces derniers vont conseiller à Chloé d'aller porter plainte dans un commissariat. C'est là qu'on arrive au deuxième signal. À 17h24, Chloé se rend à pied au commissariat de la police nationale et derrière elle, Marvin qui la suit tout du long. Mais lors du dépôt de plainte, un major de 55 ans l'envoie complètement balader. Quelle est sa justification ? Il est 17h24 et les plaintes ne sont pas acceptées après 17h. Il lui demande donc de revenir le lendemain. Dites-vous qu'il lui répond ça alors que Chloé paraissait clairement paniquée. C'est ce qu'avait raconté un témoin qui était présent lors de la scène. Alors le pire, c'est qu'aucun agent n'a vérifié les antécédents de Marvin, chose qui aurait été un petit peu utile vu qu'il a été condamné à 14 reprises, dont pour violence conjugale, donc ça aurait peut-être permis de comprendre un peu l'urgence de la situation. Au procès, le major qui a refusé la plainte a témoigné pour se défendre de son erreur. Il a vu l'alerte de Chloé comme une espèce d'épisode anodin de harcèlement en ligne. Elle lui aurait dit qu'elle n'avait pas été victime de violence pour l'instant. Selon lui, elle parlait bien, elle n'avait pas l'air apeurée. Ce serait même elle qui aurait proposé de revenir le lendemain. Mais attention, cette affirmation a été contredite par l'adjointe du major, qui était présente ce jour-là et qui a témoigné lors du procès. Maintenant, le major reconnaît tout de même une erreur, il estime qu'elle n'a pas été très bien reçue. Son autre justification, c'est de dire qu'au moment où elle a déposé sa plainte, c'était une fin de journée, il était donc surchargé de travail à cause du fait que certains de ses collègues étaient partis à ce moment-là. Entre-temps, Marvin retourne au studio et attend sa victime devant son appartement. Cette fois-ci, un autre service de police intervient, la brigade anticriminalité. Voilà le troisième signal. Les agents de la BAC le surveillent car le soupçonnent de trafic de stupéfiants. Mais comme ils vont pas trouver de drogue sur lui, ils repartent sans trop juger son comportement suspect. Il est maintenant 19h, Chloé rentre chez elle après son passage au commissariat. Et c'est dans les parties communes de l'immeuble que l'agression va avoir lieu. Marvin tire violemment sa victime en arrière dans le hall d'entrée pour la faire tomber au sol. Il lui assène ensuite une série de coups de pied d'une violence extrême au visage et à la tête alors qu'elle était encore à terre. Lui-même a reconnu avoir porté ces coups. Il justifie même les coups de pied par le fait qu'il est passionné de taekwondo. Cependant, au procès, l'accusé a affirmé ne pas avoir voulu la tuer. Pourtant, le médecin légiste qui a fait l'état de santé de Chloé à plusieurs reprises, ayant vu que plusieurs os du crâne étaient cassés, affirme que Marvin a bien utilisé toutes ses forces pour la frapper. D'autant plus qu'il a fait du taekwondo et donc il savait très bien que des coups aussi violents portés à la tête peuvent clairement être mortels. À l'audience, il dit qu'il ne se rend pas compte de à quel point ce genre de coup pouvait avoir de grosses conséquences, mais il se défend en disant que ça lui est arrivé plusieurs fois de se faire éclater la tête par terre plein de fois, et que dans ces cas-là, il n'a jamais aucune lésion. Par la suite, un voisin est alerté par un cri de douleur et tombe sur le corps inerte de Chloé à l'intérieur du bâtiment. Marvin s'enfuit rapidement en train vers les Yvelines, où il sera interpellé 2 jours plus tard chez son père. Après cette très violente attaque, Chloé restera plongée dans le coma pendant 2 mois. Il faut noter aussi que cette affaire révèle des gros dysfonctionnements de la police. En plus, ici, on parle de différents services de police, puisqu'il y avait la police municipale, la police nationale du commissariat et la BAC. Durant le procès, plusieurs policiers étaient présents en tant que témoins pour s'expliquer. Pour l'instant, sur le plan judiciaire, il risque rien. En revanche, celui qui a refusé de prendre la plainte de Chloé au commissariat, il a été suspendu puis mis à la retraite d'office après une enquête de l'IGPN. En tout cas, pour ce qui est du verdict, c'est clairement pas assez, selon les proches de Chloé. Voici la réaction de la mère de Chloé après le procès. En gros, il faudrait mieux que la femme meure par agression. Parce qu'apparemment, la tentative de meurtre, ça n'existe plus. Je sais pas. Les faits étaient là, les gestes étaient là. Franchement, non, je comprends rien.